Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui surtout aimez l'histoire africaine. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur la thèse du maître de conférence et professeur Kra Dingra Magloire, Histoire des Koulango, des origines au 19e siècle. Voilà, donc nous poursuivons cela. Alors il indique que les chroniques du Bana sont tout d'abord partagées, d'abord les terres. Donc, ce sont les chroniques du Bana qui en parlent, qu'il y a eu un partage des terres qui entourent Bondoukou. Au Gben, les zones qui s'étendent sur l'ouest et à l'ouest de la ville du côté de Sapia, ainsi qu'une enclave au nord en direction de Darasakai. Au Goro, ou Goromo, les terrains situés à l'est et au nord-est vers Woulekei et Tissé. Au Loron, ceux du nord-ouest sur la route de Kwassindawa. Au Nafana, enfin, ceux du sud-est et du sud entre le Baya et le Tin. Voilà, donc c'est pour ça que quelquefois, concernant Bondoukou, les Gben disent que non, nous étions là avant tout le monde, les Nafana disent que non, nous étions là avant tout le monde, etc. Alors que ces différentes portions de ce territoire de Bondoukou qu'ils ont occupé. Mais aujourd'hui, la ville s'est étendue à tout ce qui était ces villages-là. Voilà. Alors, à Bondoukou, c'est le chef de Nafana qui reçoit cette redevance, une redevance dont il parle, mais il est accompagné en la circonstance par ses deux collègues Gben, Goro et Loron. Voilà. Et le produit de la collecte est distribué entre ces quatre personnages. Voilà, c'est-à-dire entre les chefs Nafana, Senufo Nafana, Gben, Goro et Loron. Donc, ils reconnaissent qu'ils sont venus donc à des périodes assez reculées par rapport notamment au bronze diamant. Voilà. Les chercheurs distinguent trois variétés dialectales qui sont le Nafara, Atembi, c'est la langue de Sinematiali, le Takber, Asoko, langue de Niakaramadougou. Et ceux de Niakaramadougou, ce sont des en fait, ce sont des Tagbana en fait, ce sont des Tagbana. Souvent les groupes aussi dans les Senufo, mais ils ont des particularités quand même. Et le Djimini Asampa, langue de Dabakala. Le Nafara, le Takber, le Djimini sont des langues qui diffèrent principalement par le ton. En fait, ce sont des langues de même famille. En fait, c'est la même langue, ce sont des variétés dialectales d'une même langue. Voilà. Qui relèvent en fait du Senufo. Voilà. Alors, donc c'est ce petit rappel-là que je fais. Maintenant, le docteur et maître de conférence Kra Dingra Magloire aborde ce chapitre qu'il a intitulé Bunkani et la formation du peuple Koulango au XVIIe siècle. Ça, c'est clair. C'est avec Bunkani que vraiment le peuple Koulango émerge. Sinon, avant, c'était les Lorons. Mais on va voir que ces Lorons vont être mêlés à des Mamproussi d'Agomba, qui sont d'extraction Mossé, pour ne pas dire Mossi. Donc, la formation du peuple Koulango est liée à l'idée de conquête et de domination de Bunkani et de ses partisans dans la région de Bouna. Ça, c'est clair. De la naissance de Bunkani à la création de Bouna. Bouna existait en tant que localité. Maintenant, quand Bouna devient un royaume très puissant, ça, c'est le fait de Bunkani. Les sources orales et écrites sont concordantes à ce niveau. Voilà. Alors, il est dit qu'il essaiera de faire une analyse à partir de ces différentes sources pour montrer le contexte de la naissance de Bunkani et la création du royaume de Bouna. Voilà. Selon la tradition orale, un prince d'origine d'Agomba nommé Garzayou, originaire de Yendi, descendit dans la région giboyeuse de Kodo pour exercer ses activités synégétiques. C'était un bon chasseur. Parcourant la zone sans avoir tué un gibier, la fatigue l'a contraint à explorer un endroit où se reposer avant de poursuivre le jour suivant sa randonnée de chasse. De là, il entendit des bruits de pilons et de mortiers et vit de loin une fumée qui s'élevait à cet endroit. Se dirigeant vers ce lieu qui attira son attention, il fut agréablement surpris par l'accueil qui lui fut réservé de la part de ses hôtes qui sont Haingere, Tanda et Mantou. Le campement de ces derniers se nommait Kodo et le chef de ces hameaux
était Hangéré. Leur père se nommait Wolo et leur mère Mikadie. Par la suite, l'étranger Dagomba manifesta beaucoup d'affection pour Mantou et décida de l'épouser. Cependant, Mantou avait un problème d'infertilité. Les larmes aux yeux, elle refusa la main de l'étranger Dagomba, mais ce dernier la rassura et elle devint sa femme. Quand l'union fut scellée, Garzayo demanda à sa femme de consommer un cola blanc dès la première apparition de ses menstrues. Elle observa cette prescription et tomba enceinte les jours qui suivirent. Femme africaine, vous avez compris, non? On dit cola blanc, hein? Voilà, cola blanc. Et voilà, ça permet de tomber enceinte quand on souffre de problèmes d'infertilité. Nos ancêtres savaient des choses. Voilà. Heureux de ce succès, le chasseur Dagomba demanda la permission à ses hôtes de retourner dans son pays afin d'accomplir certaines exigences auprès de ses pairs. Chemin faisant, après plusieurs jours de marche, il fut interpellé par des émissaires venus lui demander en langue loron le nom qu'il souhaiterait donner à l'enfant qui venait de naître. Mais n'ayant pas correctement saisi ce que voulaient ces émissaires, Garzayo répondit en ces termes en langue Dagomba. Bounlekani, ce qui signifie j'ai tout donné, qu'est-ce qui manque encore? Ces émissaires, croyant que Bounlekani était le nom que le Dagomba vous souhaitait donner à l'enfant, retournèrent tout joyeux et vinrent rendre compte à Hengere du nom du nouveau-né. C'est pourquoi l'enfant fut baptisé Bounlekani, dont la déformation donna plus tard Bunkani. Voilà. Tamakloé avait recueilli un récit différent du nôtre qui montre que Darigediema, roi du Dagomba, détruisit Bona, la capitale, et épousa la princesse de cet endroit. Après sa mort, son frère Giriguwenda, qui était son successeur légitime, vint rendre visite à Bona. C'était à cette époque que la femme de Darigediemba se trouvait à Bona, prête à accoucher. Donc prête à donner naissance à son enfant. Darigediemba vint faire à la femme de nombreux présents, vient offrir à la femme de nombreux présents et accomplir tous les préparatifs pour la venue au monde de l'enfant, qui portera le nom de Bunkani. Depuis lors, les rois d'Agomba ne se sont plus jamais intéressés à cette terre conquise, étant occupés avec leurs propres affaires dans leur pays. Bon, vous voyez les deux versions, mais l'une des versions n'empêche pas l'autre. Si les Dagomba ont fait une expédition dans la zone, ça n'empêche pas que l'un de leurs ait eu relation avec une femme long. Deuxième chose, les traditions des Ano, des Prikro, et des Ano, pour ne pas dire Anofo, du Sansani Mango, au nord du Togo actuel, disent que il y a un prince Mamproussi. Bon, les Mamproussi, les Dagomba sont le même groupe, hein, qu'on appelait Natabia. Il a mené une expédition militaire dans la région de Bouna. Donc, la version de Tamakloé n'est pas forcément fausse. Et c'est là qu'il a entendu parler de la bravoure des Anofo. Et c'est comme ça qu'il a envoyé un messager, leur dit qu'il aimerait qu'ils s'associent à lui pour faire des guerres afin d'avoir du butin. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et c'est comme ça que, par la suite, Natabia est retourné dans son pays, là-bas, Mamproussi. Mais quand la délégation, enfin, quand les Anofo se sont préparés maintenant pour le rejoindre, hein, dans son pays, quand ils arrivent là, ce roi Natabia est décédé. Et c'est son fils Djarenga qui n'a que 5 ans. C'est comme ça que finalement, ils n'ont pas mené ces guerres-là et qu'eux, ils sont aussi restés définitivement en pays Mamproussi. Et c'est là qu'ils ont formé le sous-groupe Anofo à Sansani Mango. Donc, il est possible que la version de Tamakloé aussi soit bonne. Voilà. Sans doute que les Mamproussi d'Agomba ont mené des expéditions dans la région de Bouna. Voilà, ça aussi c'est possible. Alors, donc, je continue ce que a écrit le maître de conférence et professeur Pradingra Magua. Il dit, dans le récit que nous avons recueilli, il s'avère que l'intervention du prétendu père de Bunkani, du nom de Garzayo, a permis de venir à bout de l'infertilité de sa femme Mantou. Ainsi, Garziago, là encore le nom change, Garziago est perçu comme un sauveur, oui c'est ça.
notamment on dit Garzayo, Garziago, est perçu comme un sauveur, un guérisseur et un porte-bonheur. Les traditionnistes se fondent sur ce fait particulier pour établir une connexion historique entre les Dagomba et les Koulango de Bouna. Mais en parlant justement de l'expédition du roi Natabia des Mamproussi, bon, souvent on dit Mamproussi Dagomba parce que les Mamproussi et les Dagomba c'est le même peuple en fait. Dans les deux versions citées plus haut, l'alliance matrimoniale entre l'homme Dagomba et la femme Laurent est mise en exergue, mais la différence des récits se situe au niveau du contexte dans lequel cette alliance fut scellée. Les traditionnistes Koulango évoquent un contexte pacifique et synergétique, tandis que la tradition recueillie par Tamakloué parle d'un contexte d'instabilité et militaire. Je suis d'accord avec cette version-là. Voilà. Par rapport justement aux traditions des Anofo du Sansani Mango. Voilà. Et même des traditions des Mamproussi. Voilà. Voilà. C'est ça. Il suffit de regarder les traditions de Mamproussi recueillies par Eliassou. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Bon, il y a des épisodes dont il parle, etc. Bon, cet aspect-là, comme je l'ai dit, en fait, les deux traditions l'une ne va pas contre l'autre, mais les deux sont possibles. Une expédition militaire des Dagomba Mamproussi dans la région de Bouna, en pays long, mais qui se termine par aussi une alliance entre un Dagomba Mamproussi et puis une fille long de Bouna. Voilà. Donc c'est cela. Parce que ça, les traditions de Mamproussi et des Ano du Sansani Mango confirment cette expédition des Mamproussi dans la région de Bouna. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Donc je ne vais pas continuer d'épiloguer sur cet aspect-là. Voilà, donc je passe. On parle maintenant Bunkani et la création de Bouna au XVIIe siècle. À ce niveau, les récits oraux concordent parfaitement avec les sources écrites. À son âge, Bunkani se montra dur de caractère et faisait preuve de courage. À son adolescence déjà, il se lia d'amitié avec une cohorte de jeunes gens belliqueux et agressifs qui menaçaient la quiétude des paisibles populations. Cependant, Bunkani avait un frère nommé Tanda. Les gens racontaient que Tanda était plus aimé et plus estimé que Bunkani. Selon la rumeur, Tanda était mieux traité et nourri que Bunkani. En effet, la tradition raconte qu'on donnait le grillon à manger à Tanda à cause de la fragilité de son état de santé, tandis que Bunkani se nourrissait de la viande de bœuf. Frustré et très irrité vis-à-vis de sa mère, Bunkani voulut lui manifester sa colère. Tôt le matin, il serra son âne, prit son sabre et sa lance en prenant la direction de l'Ankara. Ce dernier se camoufla dans une grillade et observa les faits et gestes de sa mère. Pendant ce temps, sa mère ramassait soigneusement des grillons enfouis dans le sol pour le repas quotidien de Tanda. Quand elle eut fini de les ramasser et s'apprêta à s'en aller, Bunkani surgit brusquement de broussailles devant sa mère, pointant sa lance contre elle, fit mine de l'exécuter. Il lui demanda pour qui elle ramassait tous ces grillons. Elle de répondre qu'ils sont destinés à son frère Tanda. Sa mère peinait de voir Bunkani dans cet état, étreignit ses seins contre elle et s'écria: Bunkani, Fouangoum na. Ce qui signifie: Bunkani, le grillon serait-il plus gros que le bœuf? Aussitôt, Bunkani tomba de son cheval. Bon, au début, il a dit un âne. Il se soumit à sa mère. Telle fut l'origine du nom Bouna donné au village. Mais moi, je pense que le nom Bouna existait déjà avant. Ça vient de Bona. D'ailleurs, quand même il prononce, il dit Bona. Bona, pour moi, c'est dire la famille des guerriers. Voilà. Pour nous, la ville de Bouna fut fondée au début du XVIIe siècle, car si la naissance de Bunkani se situe dans les années 1583-1584, sa tentative de maître de sa mère pourrait probablement se situer à l'âge compris entre 17 ans et 18 ans, donc entre 1600 et 1602. Bon. Le personnage de Bunkani traduit. En fait, il faut voir. Sans doute que le comportement de Bunkani vient de l'éducation aussi qu'il a reçue de ses parents paternels. Ah oui. Parce que les peuples Mossé, concernant la quête du pouvoir,
il ne tarde pas à user de violence. Ah oui, il suffit de regarder l'histoire de la formation des royaumes Mossé. Souvent pour la succession du roi, du Naba, mais il y a problème. Dans les traditions, on dit qu'il faut que ce soit le premier fils. Mais dans les faits, souvent il y a un affrontement entre les princes. Et ceux qui ne sont pas satisfaits partent avec certains guerriers pour aller créer leur royaume à eux. C'est comme ça. C'est comme ça que le royaume de Yatenga a été créé. Beaucoup d'autres royaumes Mossé ont été créés de cette façon-là. Donc sans doute qu'au plan militaire, au plan du caractère, je peux dire guerrier et agressif, il a été formé par ses parents paternels, les Dagomba Mampoussi. D'ailleurs, c'est ça qui va influencer la langue des Lohons. Parce que la langue de Koulango a beaucoup évolué. Ce n'est plus exactement la langue que parlaient les Lohons. Il y a beaucoup de termes Mampoussi, Dagomba qui se sont glissés dans la langue Koulango. Si bien que quand les linguistes aujourd'hui étudient la langue Koulango, ils la mettent dans la langue, dans les langues gour. Ça vient de là. Donc l'idée de conquête des Mampoussi Dagomba n'est pas fausse. C'est une idée qui est tout à fait juste. Voilà. Dès son adolescence, Bunkani fut initié aux techniques magico-guerrières enseignées par son maître formateur, l'un de ses oncles du nom de Tanda. Ayant atteint un niveau acceptable dans son apprentissage, Bunkani prit le zèle maladroit de s'attaquer à son propre maître magicien. À l'aide d'une lance, il surprit son oncle au champ et tenta de l'assassiner. D'un cri sévère, ce donné le fit tomber de son cheval comme on tombe d'un arbre et un animal blessé par un chasseur. Très honteux et frustré, Bunkani s'en prit à son oncle en ces termes. Tu t'es moqué de moi en m'enseignant des mensonges. J'aurais été face à mes ennemis, je sortirais vaincu. En plus, ce n'était qu'un essai. Tu devais bien me dire les secrets de ta puissance mystique, insista-t-il auprès de son oncle, afin de découvrir le geste de ses potions magiques lui permettant d'affronter ses ennemis. Moi, je pense que pouvoir combattre avec un cheval, être un cavalier, ça vient des Dagomba Mampoussi. C'est eux qui se battent avec des chevaux, ce sont des cavaliers. Voilà. Parce que dans le Mampoussi, il y a une petite famille, une famille qu'on appelle la famille de la maison Achre. Eux, ils sont d'extraction à Caen. Ils étaient dans la région quand les Mampoussi ont conquis la zone. Ce sont eux qui sont des fantassins. Et eux, le symbole de leur pouvoir, c'est le tabouret des ancêtres à Caen. Voilà, ça vient de là. C'est sans doute eux qui ont d'abord formé Bunkani à l'usage du combat avec un cheval. J'en suis vraiment sûr. Voilà. Alors, agacé son maître magicien, il continue de lire ce que Kradingra Mangwa a écrit, décida enfin de lui dévoiler le reste de ses potions magiques. Cette fois, Bunkani vit qu'il lui avait dévoilé les secrets de son cœur. Un autre jour, l'embuscade était prête au champ. Bunkani prit à l'improviste son oncle et le décapita. Il amena sa tête à Yendere, le chef de terre. Décontenancé par cet acte odieux, ce dernier lui demanda: pourquoi as-tu tué ton oncle? Mais ça, c'est ça l'attitude des Mossé. C'est comme ça. Pour l'accès au pouvoir, ils sont prêts à tout. Voilà. Ils s'éliminent physiquement. C'est ça, c'est un fait. Bunkani répondit: Mikun lornle, ce qui signifie en long, c'est comme ça que je tue. Cette version qui nous a été livrée au cours de nos enquêtes est presque semblable à celle recueillie par Boutillier, mais comporte tout de même quelques particularités. Bon. Je vais laisser ce que Boutillier dit, puisqu'il dit, les deux disent à peu près la même chose. Donc Bunkani et ses amis marquaient fortement les paisibles populations longues à travers des actions guerrières. En fait, il n'a fait que recueillir et perpétuer l'héritage des Dagomba Mampoussi des Mossé. C'est ça. D'ailleurs, on va le voir. De la matrilinéarité, il va passer à la patrilinéarité. C'est cela. Donc, c'est comme si avec des camarades, voilà, ils forment un groupe de guerriers. Voilà, ils deviennent des guerriers. Il constitua peu de temps une bande redoutable avec laquelle il pilla d'abord les populations les plus rapprochées. Il étendit ensuite ses opérations chez les Nabés qu'il enrôla. Parce que les Nabés sont en fait d'extraction longue. C'est cela. Mais eux, ils étaient surtout à Congo. C'est ce qui explique que les gens de Bunkani soient appelés
par les étrangers, tantôt Koulango, tantôt Nabé, tantôt Loroma. À maintes reprises, quand Boukani rendait visite à son oncle Yendere, le chef de terre de Kodo, ce dernier lui donnait la possibilité de s'asseoir sur son tabouret royal appelé Kondja. Tu as vu? Excusez-moi. Vous avez vu que les longs anciennement, ils ont un tabouret royal comme les Akans. Voilà. Ils ont un tabouret royal comme les Akans. Mais Boukani déclina en offre par préférence, un jour, par déférence. Un jour, ses amis vinrent le trouver et lui dire, fais-lui du charme et tâche de le soumettre à ce qu'il te dira en t'asseyant sur le tabouret royal. Chacun de nous est prêt à t'aider à devenir un chef puissant. Ça, ce sont sans doute ses compagnons d'origine d'Agomba Mampoussi. La prise du pouvoir par la force si nécessaire. Exténué par ses amis, Boukani décida enfin de s'asseoir sur le Kondja, c'est-à-dire le tabouret. Vous voyez le nom Kondja? Vous voyez le nom Kondja? Kondja du tabouret en long. C'est comme Akondja. En langue tui, le tabouret est appelé Akondja. Voilà. Afin d'usurper le pouvoir de son oncle Hengeri. Voilà. Bon, ils vont au cours d'un après-midi bien ensoleillé saluer son oncle et lui offrir comme d'habitude le tabouret royal. Qui lui offrit comme d'habitude le tabouret royal. Celui-ci fit semblant de refuser en tout premier lieu. Mais sous insistance, il s'assit finalement sur ses... et ses amis alors battit les mains 3 fois de suite. C'était le symbole de la prise du pouvoir de Boukani et rend donc légitime le coup de force. En fait, son oncle voulait qu'il soit ce qu'on appelle chez les Akans un abakoma, c'est-à-dire un héritier présomptif. Abakoma, héritier présomptif. Quand c'est comme ça, on dit tu es assis, celui-là est assis sur les pieds du roi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi que Boukani va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir. Il va s'asseoir sous le Kondja. Ah oui, comme il le dit ici, les Lorons observaient la succession matrilinéaire. Parce qu'enseignement, ils étaient matrilinéaires. Donc, ce n'est pas étonnant que la famille royale de Bona établit des liens d'origine et de liens ancestraux et de famille et de sang avec la famille royale Oyoko de l'Ashanti. Voilà. Après sa prise de pouvoir, Boukani réunit sa troupe pour la conquête d'autres territoires et fit la déclaration suivante. Wamejiwa, Mini, Piko, Oma, Point, Logole, Ogu, Miri. Ce qui signifie celui qui sait qu'il n'a pas peur de la mort et qui peut combattre, qu'il me suive. Mais celui qui meurt de peur reste de côté. C'est la déformation de Point Longo qui donna plus tard le nom Koulango. On appelait de ce fait les hommes de Boukani Lo Point Sogo, Koulambo, ce qui signifie en langue loma les guerriers, les barbares. Moi je dirais plutôt les courageux. Voilà, parce que les lomas aussi, les lomas c'est les tinsels, les longs, tout ça, ça fait partie du... Mais c'est le même peuple en fait, avec les nabés, etc. C'est cela. Donc, Boukani confia la gestion de la terre à son oncle Hengere. Ce dernier reçu du comportement de son neveu décida de prendre sa retraite dans un campement avec sa femme Sitiyere. Il voulut prendre un peu de distance pour se refaire le moral. Ainsi dit-il, Miyagi Minyo, ce qui signifie je vais me refaire le moral. C'est depuis ce moment que le lieu où il s'installa fut appelé Jimiyo. Aujourd'hui, un village disparu. Bon, voilà. Parvenu sur ce site, on suit à combien de minutes là? 21 minutes. Parvenu sur ce site, il nourrit le désir d'aller à la rencontre de ses beaux-parents qui sont les cités de Vongoro. Mais le courage lui manqua car mourra-t-il de honte de se voir raconter sa mésaventure à ses guerriers. Du coup, il changea de projet et décida de mettre fin à ses jours. Profitant de l'absence de sa femme, il prononça des paroles mystérieuses et s'enfonça progressivement dans le sol jusqu'à ce qu'il pénètre totalement en laissant un doigt levé à l'endroit où il s'est planté. Au retour de sa femme Sitiyere, elle le chercha en vain. Bon, c'est le côté mystique. Voilà. Bon, je vais laisser ça de côté.
Donc il raconte encore un peu cet épisode-là. Voilà. Alors, il parle d'un autre épisode qui s'est déroulé à Yembié, village disparu situé entre les villages de Vonkoro, de la Volta Noire et de Niandégué, et habité par un petit groupement Siti, apparenté à l'ethnie Groussi, dont était originaire l'épouse de Yangéré. Parce que les Siti existent encore, mais leur langue est en voie de disparition. Je crois que j'ai présidé une soutenance de thèse qui portait sur justement la langue des Siti. Voilà. Encadré, je crois, par un collègue professeur titulaire des sciences du langage. Voilà. Par ailleurs, Boutillier signale que le mot Koulango ou Koulammo n'a presque jamais été employé dans les textes des premiers explorateurs de la région, notamment il parle de Ferguson et de Mounier, ni dans ceux des premiers colonisateurs, c'est-à-dire les officiers commandants de poste. Ceux-ci comme ceux-là emploient toujours le terme Pakala ou Pralala pour dénommer les indigènes de la région, ce qui s'explique aisément dans la mesure où presque tous les interprètes utilisés par les troupes françaises et les premiers administrateurs sont d'origine ou tout du moins de langue mandée. Voilà. Or, Pakala est le terme employé par les Mandés Djoula pour désigner les Koulango. En effet, le terme Pakala sert à désigner des populations fortement attachées à leurs fétiches, c'est-à-dire à leurs objets sacralisés, je préfère. Le terme Koulango semble avoir été employé pour la première fois par le lieutenant et explorateur Brolo en 1893 pour désigner la langue utilisée dans la région. La langue Pakala ou Koulango est très phonétique. Pourtant, dans les archives de l'administration coloniale, ce n'est qu'à partir de 1905-1908 que peu à peu la dénomination de Pakala fait place à celle de Koulango. Enfin, il faut remarquer que les Ashantis, parents alliés et toujours du royaume de Bouna, c'est ce que je vous disais, appellent ces habitants du terme global de Nkoranfo ou Nkoranfo. Voilà, c'est ça, ils appellent Nkoran. C'est comme ça qu'ils les appellent. Vous l'avez dit, les gens qui parlent la langue Nkoran, très proche phonétiquement de Koulango, quitte à désigner lorsqu'il fallait entre les gens du clan royal et leurs vassaux, Koulango proprement dit. Le Koulango proprement dit, ils appellent ça Koulamo Dendeng. Koulamo Dendeng. D'ailleurs, le terme Dendeng ou Tintin veut dire véritablement. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire les véritables Koulango. Voilà. D'ailleurs, en Agni Sanvi, quand on veut dire on est d'une famille très véritable, très proche, on dit affilié Tintin. Voilà. Au total, le peuple Koulango s'est formé à Bouna à la suite d'un mélange culturel Lon, Goro et Dagomba, dont l'élément linguistique dominant fut le Lon. Le groupe social Koulango est donc issu de l'alliance entre la culture voltaïque et mandée. Mais comme je l'ai dit, très anciennement aussi, d'influence akan. Ça c'est clair. En effet, les Lon et les Goro, considérés comme les autochtones de la région, s'installent progressivement dans le pays qui sera plus tard baptisé la terre Koulango. Les contacts culturels engendrés par les guerres d'expansion de Bunkani participeront à l'expansion du peuple Koulango. Alors nous allons nous arrêter là. Donc on voit bien que en fait c'est sur la base de groupes longs qui sont les Tinsé, les Lomansé, même les Palaka dont on parle. Aujourd'hui certains sont dans l'espace Sénoufo, ils ont adopté la langue Sénoufo, mais c'était des peuples que certains ont appelé les populations pré-négritiques, des anciens nègres, des anciens noirs, c'est cela. Mais on voit bien qu'avec Bunkani, il y a l'influence d'Agomba Mamproussi qui a été forte dans la région. Voilà. Et c'est sur la base de cette influence de Dagomba Mamproussi qui ont effectivement mené des expéditions militaires dans la région. Ce que dit justement Iliassou concernant les traditions orales du Mamproussi, de Natabia, le Naïri, chez les Mamproussi on dit Naïri, bon les Mossés du Burkina, ils disent, du Burkina actuel, ils disent Naba, voilà, que le Naïri Natabia a mené une expédition militaire dans la région de Bouna et même de Bondoukou. Vous comprenez? Donc c'est cela, c'est cela. Et voilà, c'est cela. Et je vous l'ai expliqué, c'est comme ça qu'il a invité des guerriers à Nofo,
a participé avec lui à des guerres, que certains en offre justement se sont retrouvés sur les rives du fleuve Oti et se sont installés à Sansani Mango, hein, sur les terres des Mampoussi. Voilà, donc c'est comme ça. Alors je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Doumbouya, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc nous allons poursuivre cette série de vidéos sur la thèse de maître de conférence Kradingra Magloire. Voilà. On a vu le côté peuplement, etc. Mais bon, on va voir comment est-ce qu'il va organiser son royaume. Et puis bon, on va s'arrêter à ça. Voilà. Donc l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.